Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici sans plus tarder les titres qui seront développés dans cette édition. Francesca da Rimini, voici le nom de l'opéra joué dans la salle Garnier dès jeudi. José Sacré a assisté à la Générale, vous en saurez donc plus. Nous irons en Australie à l'occasion du voyage de la princesse Charlène et nous reviendrons sur le théâtre de plusieurs de ses exploits lorsqu'elle était nageuse de haut niveau. Quel est l'impact de l'opérateur téléphonique Free en principauté? Nous écouterons le directeur général de Monaco Télécom. Et enfin football, la SMFC était sortie de la zone de relégation. Suite à 4 matchs en retard qui ont été joués ce mardi, Monaco est à nouveau relégable. Le point en fin de journal. Et avant de développer ces titres, sachez que la princesse Caroline a nommé un chef référent pour l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, en attendant bien sûr un nouveau directeur musical. C'est le maestro italien Gianluigi Gelmetti qui a été choisi. On écoute sa réaction. C'est un grand plaisir que j'ai accepté ça. C'est un grand plaisir pour moi. Quel sera votre rôle? Mon rôle, ça sera d'abord de m'occuper de l'orchestre. Donc soit de la Constance du Lendemain, qui c'est une grande orchestre, et aussi disons, vraiment de l'orchestre en premier lieu, aider la programmation et chercher pour le futur un nouveau chef pour cet orchestre. Vous savez, moi j'habite Monaco depuis plus de 30 ans. Ma fille est née ici, va à l'école ici, donc je divise mon temps entre ma fille et l'orchestre maintenant, mais ici. Malheureusement, je ne peux pas rester longtemps, mais enfin, tout ce que je pourrais faire, je donnerai mon temps à la principauté. Gianluigi Gelmetti est justement le chef d'orchestre du prochain opéra qui sera joué dans la salle Garnier dès jeudi, l'opéra Francesca da Rimini. José Sacré a assisté à la répétition générale. Sa création à Turin en 1914 fut un triomphe, adapté d'un drame de Gabriele D'Annunzio, lui-même inspiré du chant 5 de l'enfer de la Divine Comédie de Dante. Francesca da Rimini de Riccardo Zandonai est présentée à l'Opéra de Monte-Carlo les 15, 18, 20 et 23 mars. C'est un opéra très difficile à monter, jamais joué ou très peu joué sur les scènes internationales. En attendant, il n'avait jamais été joué sur la scène de l'Opéra de Monte-Carlo et vous savez que c'est un peu une de mes marottes de faire des nouvelles productions ici et des créations d'œuvres qui n'ont jamais été présentées. C'est un peu mon devoir. C'est un défi à relever parce qu'il y a 16 rôles principaux, c'est donc une production énorme. Et puis il y a Eva Maria Westbrook qui est vraiment une grande star internationale et qui fait ici sa prise de rôle dans le rôle de Francesca da Rimini. Elle l'a appris exprès pour l'Opéra de Monte-Carlo et c'est d'ailleurs parce qu'elle l'a appris pour l'Opéra de Monte-Carlo qu'elle va nous livrer ses premières représentations que le Metropolitan Opera de New York l'a programmé l'année prochaine dans ce même rôle, dans une grande reprise d'un spectacle qui n'avait plus été joué là-bas depuis une trentaine d'années, je crois. Donc c'est vraiment la conjonction un peu formidable d'un grand titre et d'une très très grande interprète. Qu'est-ce qui vous fascine dans le personnage de Francesca? Comme dans tous les personnages, c'est la passion qui me fascine. C'est toujours ça, oui. Oui, parce qu'elle est super passionnée. Elle peut pas, elle veut. C'est un personnage qui s'évolue aussi, qui vit vraiment une grande histoire. Et ça, c'est toujours super à jouer. Mais c'est une victime aussi. Dans cette production, Louis Désiré a voulu qu'elle n'ait pas une victime, qu'elle soit, en fait, qu'elle entend au début l'histoire qu'ils vont faire avec elle, et puis qu'elle dit bon, je vais d'accord avec ça et je choisis mon destin comme mais je veux vivre le grand amour comme Tristan et Isolde, parce qu'il part toujours de ça aussi. C'est une œuvre qui exige beaucoup de la part des interprètes? Beaucoup,
beaucoup. Beaucoup de la part des interprètes, parce que ça ne suffit pas de chanter à l'italienne, entre guillemets. Vous savez, la même chose c'est pour les chanteurs et la même chose c'est pour l'orchestre. L'orchestre doit jouer, ce que j'ai dit aux musiciens de l'orchestre, j'ai dit, mes amis, il faut jouer vraiment avec toute la culture dont vous êtes capable. Parce que vous allez voir, il y a des moments qu'il faut faire certaines sonorités, des moments il y a même du Stravinsky déjà, donc je ne sais pas combien connaissez Stravinsky, mais il y a des moments qu'on dirait presque du Bartók, il y a des moments, vraiment c'est très stimulant comme chose. Créateur des décors et des costumes, Louis Désiré, metteur en scène, se veut catalyseur d'émotion de cette production. J'ai voulu matérialiser le destin, un destin fatal, non, un destin assassin, que j'ai matérialisé par un objet gigantesque et qui manipule un peu tout ce que nous ne pouvons pas maîtriser nous-mêmes. C'est ce qui m'a semblé le plus flagrant quand je me suis penché sur Francesca da Rimini, c'était qu'il y avait pour moi une force majeure qui manipulait, qui secouait, qui tenait tout ça, quoi. Et là, on a la chance d'avoir des gens qui sont d'abord physiquement magnifiques, des voix splendides, des gens très malléables. On est devenu une espèce de petite famille. Tout le monde s'est très bien entendu, avec beaucoup d'amour, beaucoup de sympathie, je crois que dans le monde actuel dans lequel nous vivons, avec l'immense privilège que nous avons de faire du théâtre et de l'opéra, je crois qu'il faut instaurer avant tout l'amour et le respect des autres et la patience et l'envie de laisser de bons souvenirs derrière soi plutôt que de mauvais. Ultime retour aujourd'hui sur le voyage de la princesse Charlène en Australie à l'occasion de l'inauguration de l'exposition consacrée à la princesse Grace. Lors de ce séjour à Melbourne, la princesse Charlène a également pu revenir sur le théâtre de ses exploits sportifs lorsqu'elle était nageuse de haut niveau. Vous voyez ce reportage de Patricia Navarro et Sylvain Péroumal. Ils sont encore très jeunes, mais rêvent d'une carrière semblable à celle de leurs prestigieux invités. Ces enfants du centre sportif et aquatique de la ville de Melbourne ont eu bien du mal à réaliser qu'ils venaient de s'entretenir avec une très grande nageuse, mais aussi une princesse. C'est avec beaucoup d'émotion que la princesse Charlène est retournée dans cette enceinte sportive australienne où elle s'est illustrée et où elle a pu retrouver l'une de ses amies nageuses, la championne australienne Sophie Eddington, ainsi que l'un de ses anciens entraîneurs, Craig Jackson, tout aussi ému que son ancien élève. La dernière fois que je l'ai vue, c'était il y a 5 ou 6 ans. Elle nageait toujours à l'époque. Depuis, elle a eu un parcours incroyable. J'ai vu son mariage à la télévision, c'était très beau. Alors aujourd'hui, c'est vrai que j'étais un peu nerveux en l'attendant, mais ça me fait tellement plaisir de la voir ici de nouveau. Craig Jackson, qui est sud-africain, a rejoint l'Australie en 2008. Il avait auparavant entraîné la princesse Charlène pendant un peu plus d'1 an dans leur pays d'origine à tous deux. Mon meilleur souvenir, c'est de l'avoir vue progresser en tant qu'athlète. Elle a d'abord travaillé avec l'un de mes amis entraîneurs avant de me rejoindre à Johannesburg. Donc j'ai vraiment suivi toute son évolution. Elle était talentueuse chez les juniors. Elle est devenue l'une des toutes meilleures nageuses d'Afrique du Sud. Et ça a été fabuleux. Ce qui m'a le plus marqué, c'est cette capacité qu'elle avait d'être très amicale, très sympathique avec tout le monde. Elle aimait être au contact des nouvelles personnes. À chaque fois que nous étions en déplacement, elle était une formidable ambassadrice du sport, bien dans sa peau et ouverte aux autres, et surtout, elle aimait la compète. Et ça, c'est quelque chose d'unique. Et c'est ici, à Melbourne, que la princesse Charlène a remporté une médaille d'or lors de la Coupe du monde de natation en 2002 dans sa spécialité de prédilection, le dos crawlé. Elle avait auparavant participé en 2000 aux Jeux Olympiques de Sydney. Et c'est toujours avec plaisir qu'elle aime aller à la rencontre de petits sportifs. Elle qui a aussi enseigné la natation à de jeunes enfants et dont la fondation qu'elle a créée et qui porte son nom a notamment pour objectif de venir en aide aux enfants dans le besoin. Sans transition, l'offre en téléphonie mobile de l'opérateur Free a fait l'effet d'un tremblement de terre chez ses concurrents français il y a quelques semaines. Qu'en est-il en principauté? On écoute le directeur général de Monaco Télécom, Martin Perronnet. Le lancement de Free, c'est une révolution sur le marché de la téléphonie mobile en France. C'est un impact extrêmement lourd. Ça aura un impact en France important en termes d'emploi. C'est un modèle économique qui est différent. Moi, je donne toujours 2 exemples.
Le premier, c'est qu'il y a 5 magasins qui portent la marque Monaco Télécom sur 2 km² en principauté. Il y a 3 magasins qui portent la marque Free sur 550 000 km². Il y a 40 antennes Monaco Télécom sur les 2 km² de la principauté. Il y a 800 antennes Free sur 550 000 km². On ne fait pas le même métier. Pour autant, c'est eux qui mettent le prix référent du tarif. Bouygues Télécom s'est aligné, SFR est en train de s'aligner également, Orange a énormément bougé, il y a des marques low cost qui apparaissent. Bon, pour moi, il y a effectivement un impact très lourd de l'arrivée de Free. Alors, c'est des nouvelles offres pour nous, ça c'est clair, mais c'est aussi une attention particulière sur les besoins spécifiques de la principauté. J'ai envie de dire une compétitivité qui se développe notamment sur tout ce qui est appels internationaux et roaming, qui est une demande très forte ici en principauté. C'est une vigilance forte également sur le niveau de prix et la qualité des appareils qu'on est capable de proposer. Il y a aujourd'hui des ventes privées, notamment en magasin, qui attirent beaucoup, parce que ça, c'est une spécificité qu'on est capable d'attirer. Et on va dire que c'est un impact, alors par contre au global, très limité aujourd'hui en termes de résiliation, en termes de... Voilà, on a fait un extrêmement bon mois de décembre et on se maintient bien depuis janvier-février. Donc, bon, on a cette confiance-là qui existe, il faut qu'on la développe, il faut qu'on la travaille. Et vous pourrez suivre une rencontre avec Martin Perronnet dès jeudi après le journal de 19h, rencontre réalisée par Thierry Apparu et consacrée à la projection de Monaco Télécom à l'international. En bref, l'économiste Alain Minc était l'invité de la Monaco Méditerranée Foundation. Alain Minc est conseiller politique, proche de Nicolas Sarkozy. Il a donné une conférence mardi à l'hôtel Hermitage et a livré son analyse sur la prochaine élection présidentielle. Conférence en présence notamment des conseillers de gouvernement Paul Masseron et José Badia. De la politique, on passe au football. Après une brève sortie de la zone de relégation ce week-end, Monaco est à nouveau relégable suite à 4 matchs en retard qui se sont joués ce mardi. Cette fin de championnat de Ligue 2 devrait réserver pas mal de surprises et de suspense. La SMFC est 18e au classement avec 30 points. Thierry Apparu. Cette situation est liée à la différence de buts négative. Le Mans, 16e, Angers, 17e, ont le même nombre de points que l'AS Monaco Football Club, mais un meilleur solde entre les buts marqués et encaissés. Bien sûr, le maintien reste toujours jouable pour Monaco, car jusqu'à la 14e place, les formations mieux classées n'ont que 2 points d'avance. Et d'ici la fin du championnat, la SMFC doit rencontrer 2 de ces formations. Il s'agit du Mans et de Metz pour le compte des 30e et 32e journées. Donc la SMFC a encore son destin entre les pieds de ses joueurs et c'est un mini-championnat pour le maintien qui se prépare. On sait que ça va être jusqu'au bout, comme ça, parce que ça va être difficile de voir des équipes s'échapper. Première étape pour Monaco de cette course pour le moment homogène. Vendredi, à Tours, 9e au classement, avec 37 points, à 7 petits points de Monaco. On passe tout de suite à la météo avant de se quitter. Jeudi, le maintien d'un temps printanier, le soleil est agréable malgré quelques nuages et températures varieront entre 12 et 14 degrés. Vendredi, prolongement de la période de temps sec et agréable, les températures seront identiques à la veille de 12 à 17. Samedi, le soleil sera un peu plus hésitant, sans réelle dégradation, de 13 à 16 degrés. Et en fin dimanche, le soleil sera de plus en plus incertain, voire menaçant en fin de journée. Les températures baissent légèrement de 13 à 15 degrés. Ce journal est terminé, je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous propose de retrouver dans quelques instants un magazine rencontre avec le pianiste français de renommée internationale Jean-Yves Thibaudet. Et puis l'actualité de la principauté, c'est aussi sur le www.monacochanel.mc. À très bientôt, au revoir.